Lorsqu'on est atteint d'une maladie grave en Israël, on se demande quel type d'accompagnement existe et puis surtout, est-ce qu'il existe une prise en charge psychologique des malades et des aidants? C'est ce que nous allons voir avec notre ami Laurent Sayada, qui lui vit au Canada mais qui est très souvent ici et qui a été confronté au problème. Bonjour Laurent Sayada. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Très bien, merci. On est content de vous avoir parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, qui pourtant, quand la maladie tape à la porte d'une famille, eh bien, tout l'équilibre en est bouleversé. Et on ne sait pas toujours comment réagir. Alors avant de parler du côté psychologique de l'affaire, on aimerait d'abord savoir, puisque vous avez été confronté au problème, puisque votre papa vient de décéder d'un cancer. Donc vous avez suivi toute l'évolution de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin. Pas facile, mais c'est important d'en parler pour ceux qui sont parfois confrontés ici, qui n'ont pas la langue, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Alors, est-ce que la prise en charge, d'une façon générale, est optimum en Israël lorsqu'on a une maladie grave ? Alors oui et non. Oui, parce que d'un point de vue médical, je pense qu'elle est optimale. En Israël, la science est vraiment en avance d'un point de vue médical et je pense que quand on atteint d'une maladie grave comme un cancer, on bénéficie en Israël des meilleurs traitements qui existent au monde et j'en parle en connaissance de cause parce que quand mon père a été diagnostiqué, j'ai fait la démarche d'interroger d'autres professeurs, d'autres médecins ailleurs dans le monde et on n'aurait pas pu trouver mieux. Donc oui, en partie. Et surtout, c'est financièrement, on est complètement pris en charge. Mes parents n'ont pas eu besoin de payer quoi que ce soit pour ces traitements-là, ces chimiothérapies qui coûtent très cher. Donc c'était pris en charge à 100%. Oui. Alors à condition d'être un traitement qui est prévu dans le sal habriout, comme on dit en hébreu, dans le panier de santé donné par le ministère de la Santé. Absolument. On est pris en charge complètement si on suit le protocole habituel de ce diagnostic, de cette maladie, et qu'on accepte la chimiothérapie qui a été démontrée comme la plus efficace pour ce type de traitement. Maintenant, si on souhaite éventuellement sortir des sentiers battus et essayer un traitement alternatif qui viendrait de l'étranger ou qui n'aurait pas encore fait complètement ses preuves, on peut en bénéficier, mais bien souvent, on le prend en charge soi-même, surtout si ça vient de l'étranger. Et ça coûte très très cher. Ça coûte assez cher. Ouais, ça coûte assez cher. Maintenant, je voudrais juste terminer de répondre à votre question concernant la prise en charge. Je pense que d'un point de vue administratif, il y a à mon avis des efforts à faire pour la prise en charge. Je ne sais pas si on abordera le sujet plus tard. On peut l'aborder maintenant. Là, on l'a vu que apparemment, si on suivait le parcours normal, on est pris en charge financièrement, mais administrativement, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'en fait, à partir du moment où on a eu un diagnostic de maladie grave comme un cancer, à chaque fois que l'on doit se rendre à l'hôpital pour suivre une nouvelle chimiothérapie, un nouveau cycle de chimiothérapie, parce qu'une chimiothérapie, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien ce type de maladie, ça se fait souvent selon un cycle de 6 cycles de chimiothérapie, espacés de 3 semaines. Et à chaque cycle, il fallait obtenir une nouvelle ordonnance de l'oncologue, du médecin, premièrement, et deuxièmement, aller au bitoire Léomy. Chaque séance. Chaque séance, excusez-moi. Ouais. Vous avez raison de me corriger. Oui, chaque séance. Ça veut dire que si vous avez un cycle de 6 séances, il faut aller 6 fois au bitoire Léomy, 6 fois demander avant le bitoire Léomy une ordonnance du médecin qui prescrive de nouveau la chimiothérapie. Enfin, c'est alors fou. Qu'on sait que dès le départ, c'est prévu pour 6 séances. Oui, il est démontré que pour qu'une chimiothérapie soit efficace et qu'elle puisse stabiliser la maladie, il faut au moins 6 cycles de chimiothérapie. Donc j'ai envie de dire à des gens du ministère de la Santé qui pourraient nous écouter aujourd'hui, pourquoi dans ces cas-là de redemander un TOFES 17 à chaque fois ? Parce que non seulement TOFES 17, c'est un TOFES qu'on doit remplir soi-même, que le médecin remplit. Comment ça s'organise ? Alors, c'est un document qu'on doit aller chercher à son centre de sécurité sociale, donc Bitoire Léomy, Maccabi ou Clalit, etc., accompagné de la lettre de l'ordonnance du médecin pour obtenir cette autorisation qui permet en fait au malade de retourner à l'hôpital pour suivre sa séance de chimiothérapie. Ok, c'est le malade lui-même qui doit faire ça ou non, on peut le faire pour lui. Quand même on peut le faire pour de lui. La famille. Oui. D'accord. On peut le faire pour lui. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le côté un peu moins sympa. Oui, c'est moins sympa, non seulement d'un point de vue pratique, parce que quand on est confronté à ce type de maladie, c'est très difficile à vivre, on a beaucoup de choses à faire, et d'un point de vue psychologique, on a la sensation que
puisqu'on nous redemande à chaque fois ce nouveau papier, que quelque part on nous soupçonne d'abuser et d'utiliser les fonds publics comme si ça faisait plaisir aux malades de suivre une séance de chimiothérapie à chaque fois, alors que c'est un traitement très lourd. C'est pas très agréable comme sensation, c'est pas pratique en plus. À mon avis, c'est quelque chose que l'État d'Israël pourrait très facilement améliorer en accordant un TOFES 17 pour 6 séances de chimiothérapie, tout simplement. Ça faciliterait tellement la vie des malades et des familles. Oui, et puis si on n'a que 5 ou 4, c'est pas très grave. Je pense pas que ça changera. Non, je pense pas qu'un malade ira le faire de gaieté de cœur. Et pour terminer de répondre à votre question, concernant la prise en charge, je dirais que là où il y a vraiment, à mon avis, une lacune et du retard par rapport à d'autres pays dans le monde, c'est sur la prise en charge psychologique, où c'est vraiment quasiment absent en Israël. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard. Par contre, contrairement à d'autres pays, pour le coup, il y a dans chaque hôpital une assistante sociale. Oui. Est-ce que vous avez eu recours à ces services et est-ce que c'est efficace? À quoi ça sert, une assistante sociale dans un hôpital? Alors, dans l'hôpital où était mon père, il y avait une assistante sociale, mais je crois savoir que c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, il y en a dans chaque hôpital. Tout à fait. Alors, j'ai découvert qu'ici, en fait, le métier d'assistante sociale est quand même assez différent du métier d'assistante sociale que je peux connaître à Montréal, par exemple. L'assistante sociale avec qui on avait affaire nous a énormément aidé d'un point de vue administratif et procédurier. Quand il fallait remplir des formulaires pour obtenir des aides, pour avoir un métapel, pour aider ma mère, pour s'occuper de mon père à la maison, elle a pris en charge complètement le dossier. Comme mon père était un enfant de la Shoah, elle a fait le nécessaire pour avoir des aides supplémentaires. Quand on est enfant de la Shoah, on a une aide supplémentaire que l'État d'Israël donne et franchement, kol hakavod. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'ai pas du tout senti d'accompagnement psychologique ou d'empathie. Pas d'empathie. Non, pas du tout. Pas du tout. En même temps, c'est un travail technique qu'elle effectue. Elle est là pour ça. Et c'est vrai que contrairement à d'autres pays, ça manque un peu. Alors dans ces cas-là, peut-être qu'on devrait changer leur nom, les appeler peut-être des secrétaires administratives, ou bien les former, en amont pour leur apprendre à aider un peu plus les familles qui traversent ce type d'épreuves très difficile. Est-ce que vous seriez prêt à aider pour faire changer les choses dans ce sens? Oui, volontiers. Ouais, vous avez envie de porter un projet comme ça? Alors, je ne sais pas si je pourrais être capable de le porter complètement parce que ne vivant pas en Israël à 100%, mais en tous les cas, et c'est pas par hasard si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai envie en fait que cette épreuve que moi et ma famille on a traversée serve à d'autres. Et je pense que comme j'ai bénéficié et j'ai pu observer tout ce qui existe outre-Atlantique, notamment au Canada où je vis, qui n'existe pas encore ici, je me dis que peut-être je pourrais être un contributeur pour aider Israël et la société israélienne et les Juifs en général ici à vivre mieux. Tout simplement. Alors, on n'a pas parlé de la douleur, parce qu'on reste quand même quand on parle de douleur, alors douleur psychologique, évidemment, on va y venir, mais la douleur physique, est-ce qu'elle est aussi entendue, prise en charge ici ? Du point de vue du malade? Médical, oui. Oui, elle est entendue. Cela dit, c'est quand même difficile pour un patient qui ne parle pas l'hébreu de se faire comprendre. Mon père était à l'hôpital Laniado à Netanya et... c'est dommage parce qu'il y a un service de bénévoles extra qui fonctionne bien de qualité, mais apparemment vous n'étiez pas trop au courant. Figurez-vous, Cathy, que je l'ai appris la veille du décès de mon père, qui avait effectivement une équipe de bénévoles de Kalita. Alors, j'avais demandé la veille du décès de mon père à avoir un entretien avec le vice-président des relations publiques de l'hôpital Laniado pour expliquer un peu tout ce que je vous dis là. Et il a été surpris, il me dit « Mais je ne comprends pas que vous vous sentiez si seul à l'hôpital alors qu'on a une équipe de bénévoles de Kalita. » Je dis « Ah bon, écoutez, moi je passe quasiment mes jours et mes nuits depuis 5-6 mois à l'hôpital. C'est presque devenu ma résidence secondaire. J'en ai jamais vu un dans le département où était mon père. » Et donc, En fait, ils ne se baladent pas dans les couloirs, ils sont avec les gens en général. Donc, c'est peut-être pour ça que... Cela dit, ce n'est pas du tout un reproche que je fais vis-à-vis de Kalita ou des bénévoles qui donnent de leur temps. Et franchement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais pour que ça fonctionne et pour que les familles francophones à l'hôpital Laniado puissent en bénéficier et en profiter, encore faut-il que la direction de l'hôpital
en fasse la promotion et mettre une affiche. Et en français, c'est la moindre des choses, dans les couloirs de l'hôpital, pour dire qu'en cas de besoin, il y a quelqu'un qui tient une permanence de telle heure, à tel endroit, pour compléter des documents, pour parler tout simplement, parce que dans ce type de situation, on a surtout besoin de parler. Alors justement, besoin de parler, vous avez tout à fait raison, et c'est comme ça qu'est né d'ailleurs ce service de QualiTime, voilà, de bénévoles au sein de l'hôpital Lignado. On le répète pour ceux qui en ont peut-être besoin. Vous avez souffert d'un manque d'accompagnement psychologique, contrairement à d'autres pays européens et au Canada, où il y a des groupes de parole pour les malades, mais aussi des groupes de parole pour les aidants, pour ceux qui accompagnent, parce que chacun a une douleur, elle est différente forcément, mais des endroits où on peut parler, on peut exprimer. Et ça, ici, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, hélas, alors que ce serait à mon avis pas très compliqué à mettre en place, et je serais prêt à porter ma pierre à l'édifice et à aider à mettre en place ce type de programme, mais il n'y a pas du tout d'accompagnement de cet ordre-là, non seulement pour le malade, mais également pour les familles. Donc, dans l'ordre chronologique, par exemple, mon père n'a pas eu la possibilité d'exprimer son anxiété, son angoisse quand il a eu l'annonce de la maladie. Déjà, à mon avis, la base, ce serait de créer une structure et une réglementation pour annoncer le diagnostic d'une maladie aussi grave. C'est moi qui ai été obligé d'annoncer à mon père la maladie qui le touchait, parce que son médecin généraliste m'a donné le document en main propre, le résultat de sa biopsie. Mais je pense que ça devrait être interdit. Seul un médecin en face à face, entre quatre murs, devrait annoncer à un malade ce qu'il a et ce qu'il attend. Ça doit être le cas parfois. Peut-être que vous avez joué un peu de malchance, je ne sais pas. Peut-être. Et puis surtout à l'hôpital, je pense que c'est important, comme cela existe au Canada, qu'il y ait la possibilité pour le malade de pouvoir, une fois par semaine, parler, exprimer ses angoisses, son inquiétude, la peur de la mort aussi, parce que c'est un sujet d'actualité quand on est on a le diagnostic d'une maladie fatale. Oui, et puis comment gérer la mort pour les aidants? Est-ce qu'on doit parler à quelqu'un qui est en fin de vie? Est-ce qu'on doit lui dire au revoir, tout simplement? Absolument. Il faut absolument qu'il y ait cet accompagnement psychologique. Avec une petite formation, ça pourrait être très facile de pouvoir aider et le malade et les familles à les accompagner pour les aider à s'exprimer, parce que quand on traverse ce type d'épreuve, ça crée beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété, et ça touche un sujet qui est malheureusement encore un peu tabou dans la société, c'est-à-dire la mort, l'agonie, la fin de vie. Pourquoi laisse-t-on les malades en fin de vie un peu seuls alors qu'on passe du temps à accompagner une femme enceinte qui donne naissance? Ça fait partie du cycle de la vie. Oui, et puis vous parlez aussi d'accompagnement, de soutien spirituel. En Israël, ça pourrait sembler évident, mais apparemment pas toujours. On ne sait pas toujours où est le rabbin de l'hôpital. Parfois, on peut avoir besoin de lui, ne serait-ce que pour gérer le passage entre la vie et la mort. On a besoin de savoir ce qu'on doit faire. Voilà, tout simplement. C'est pas toujours simple. Parfois, on n'a pas de famille, on n'a pas de garçon, on ne peut pas faire Kaddish, on ne sait pas. Donc, ou on n'est pas forcément très pratiquant, très religieux, et on a des lacunes de ce point de vue-là. Et vous savez comment j'ai appris qu'il y avait un rabbin officiel à l'hôpital Lignado? Je vais vous raconter l'anecdote, et je vais être très rapide. C'est en faisant du bénévolat à l'hôpital juif de Montréal, dans l'équipe du rabbin, parce que j'ai voulu donner de mon expérience en fait à Montréal. Et j'ai raconté mon histoire, et il m'a dit, mais il y a pourtant un rabbin officiel comme un aumônier à l'hôpital Lignado. Il y en a sûrement un, mais en tous les cas, on ne le voit pas. Et je pense que s'il y a un endroit où on a vraiment besoin d'un accompagnement spirituel et puis d'une écoute d'un rabbin et de guide de ce point de vue-là, c'est bien à l'hôpital, et surtout dans les centres de soins palliatifs où mon père a passé ses derniers jours, où j'étais dans sa chambre et où je le voyais agoniser, c'est le terme exact, et il n'y avait même pas au centre de soins palliatifs. Il n'y avait pas comment faire pour... Donc j'ai été obligé, ça paraît fou, mais j'ai été obligé d'appeler mon rabbin habituel à Montréal pour lui demander de m'aider, de me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire dans ce genre de situation, que je me sentais fatigué, est-ce qu'on pouvait laisser mon père seul, et c'est surprenant quand même qu'en Eretz Israël, où le pays des trois religions monothéistes, il n'y ait pas ce type d'accompagnement spirituel, alors que dans les nations en diaspora, notamment au Canada, dans tous les grands hôpitaux des grandes villes, il y a non seulement un rabbin,
mais il y a aussi un prêtre et un imam, de telle sorte que les familles qui sont confrontées à ce genre de situation puissent exprimer et parler de leurs inquiétudes, de leur angoisse de la fin de vie. Je pense que ça existe ici, mais disons que les relais ou les moyens de les atteindre ne sont peut-être pas tout à fait donnés ou accessibles au public. En fait, on en revient toujours au même problème. Ouais. C'est un manque de communication, d'information. Voilà. Et il faut, c'est un peu comme les bénévoles de Kalita. Ils existent, mais il faut juste qu'on en fasse un peu plus la promotion. C'est ça. Donc, en tout cas, si vous avez envie de faire partie de ce projet, voilà, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut vous contacter pour parler avec vous, pour voir, peut-être qu'il y a d'autres familles qui ont été confrontées au même problème et qui ont envie, elles aussi, de faire plus, de faire mieux dans cette société israélienne. On peut vous contacter, je sais pas, peut-être... En fait, je suis disponible à mon nom et prénom, Laurent Sayada, sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn et Facebook, donc je serais ravi d'avoir les commentaires de cette interview. Et puis en plus, bénéficier, pourquoi pas, de votre expérience au Canada, parce qu'il y a encore plein de choses. On n'a pas tout raconté, oui. Mais on peut aussi bénéficier d'aides psychologiques sérieuses, comme des psychologues, des psychothérapeutes gratuitement parfois, pour gérer l'après aussi. Donc, ce serait intéressant de le faire ici aussi. Absolument. En fait, il y a 3 grandes étapes quand on traverse ce type d'épreuve où on peut énormément aider non seulement le malade, mais également les familles. C'est au moment du diagnostic de la maladie et le malade lui-même, de l'aider à mieux accepter sa maladie, puis à ne pas vivre pendant des mois dans une insomnie permanente, parce que c'est un des signes aussi de l'anxiété. Également aider les familles et les aidants naturels, la famille bien souvent, mais également, quand malheureusement la personne décède, d'apporter une structure et un accompagnement pour traverser le deuil. Voilà, au Canada, il existe des groupes de discussion et de support, donc j'ai moi-même bénéficié et qui m'ont énormément aidé, qui me permettent de vous parler comme je vous parle aujourd'hui, parce qu'en fait, ce sont des groupes gratuits, coachés et organisés par des psychologues spécialisés dans le deuil, et il est démontré que perdre un proche, c'est une épreuve terrible, et que si on a un deuil non résolu, ça peut laisser des traces tout au long de sa vie, et que c'est très important d'être confronté à sa peine immédiatement, de pouvoir exprimer ses émotions, puis d'en parler aux gens qui ont vécu ce type d'expérience, qui ont perdu des parents, des enfants. Ça peut même faire du bien aussi d'entendre les autres, et puis de relativiser sa propre peine, parce qu'il y a toujours pire que soi. Et voilà, donc moi je serais ravi d'avoir toutes les idées et les commentaires suite à mon interview, à mon passage dans votre émission aujourd'hui. Ce que je voudrais en conclusion en fait dire, c'est qu'on aura fait un grand pas en avant en Israël, à mon avis, le jour où la société, le gouvernement et également le corps médical et les responsables, ceux qui ont la capacité d'influencer, de faire du lobbying auprès du gouvernement, auront compris que dans les hôpitaux, il n'y a pas que les malades qui souffrent, mais il y a également les familles. Ça, c'est le point 1. Et point 2, on aura fait énormément de progrès le jour où on aura compris que non seulement les malades et la famille, les malades souffrent physiquement, mais également psychologiquement. Aussi, et le jour où on aura compris cela, alors après, le reste sera beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà, bon, écoutez, j'espère que vous serez entendus. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet. Voilà, un sujet dont on ne parle pas souvent. À bientôt, en tout cas. Merci, Cathy. Ciao, de rien. Bye. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.